Chers et chers collègues, bien évidemment qu'on aurait préféré vous saluer à Macolin en live lors de notre forum traditionnel promotion de la relève et formation, mais nous nous réjouissons bien sûr que vous êtes avec nous cet après-midi sous cette forme-là. Nous vivons dans une période particulière, une période qui pour beaucoup de personnes représente des défis même au niveau même existentiel. Une période où la crise du corona est entendue chaque jour, c'est des éléments qu'on lit partout. Par le passé, les crises souvent étaient des moments où il y a des éléments nouveaux qui ont apparu, des idées, des projets, voire des développements de concepts, des transformations et des modifications ont eu lieu. D'autres moteurs importants pour le changement, ce sont les mégatendances. Les mégatendances qui, via le Covid-19, se sont accélérées en partie et d'autres mégatendances ont été freinées. La numérisation et la transformation sont des termes, voire des thèmes qui, même avant cette pandémie, ont été cités fréquemment et qui ont changé notre vie. Mais nous avons tous constaté que le Covid-19 a également accéléré la transformation numérique. Je ne sais pas comment vous abordez les choses, mais par le passé, c'est-à-dire ces 9 derniers mois, j'ai eu plus de séances virtuelles que durant les 9 années précédentes. Jamais j'aurais pu m'imaginer même qu'aujourd'hui, j'allais faire un live stream et que j'allais donc vous saluer sous cette forme lors de ce forum promotion de la relève et formation. Nous vivons dans une période particulière et nous nous réjouissons que cet après-midi, nous puissions commencer et entendre 2 exposés qui, justement, vont se pencher sur la numérisation et la transformation et qui vont nous livrer des informations qui vont nous soutenir dans nos activités. Pour la présentation des intervenants, je donne la parole maintenant à Alexandre Weffler, responsable médias et information qui dirige ce forum. Merci Alex. Et je vous souhaite à vous tous et toutes une après-midi donc intéressante. Merci David. Peut-être quelques informations d'ordre technique. Vous l'avez vu, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Vous pouvez choisir soit entre l'allemand et le français. Et si vous le souhaitez et si vous le devez, vous pouvez encore changer cette configuration. Indépendamment des conférences, nous aurons un chat en live, vous avez la possibilité de poser des questions et ce sont des questions qu'on pourra ensuite poser aux conférenciers. Si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans le chat et nos conférenciers vont y répondre. Encore une information, les 2 présentations, ces keynote speeches, vont suivre ces prochaines heures, seront mises en ligne dans le domaine promotion de la relève et formation sur le site de Suisse Olympique. Tout d'abord, j'aimerais donner la parole à David Deléa, qui est le Head of Sport chez PVC et qui va maintenant nous partager une présentation sur les méga-tendances, la numérisation et comment la digitalisation change le sport. Merci. Cette présentation sera en allemand. Très bien. Commençons. De notre point de vue, nous avons 5 méga-tendances sur notre planète qui sont très importantes. Et ces méga-tendances influencent notre quotidien et bien sûr notre futur, comment nous vivons, comment nous communiquons entre nous, comment nous travaillons, comment nous voyageons, etc. Et ces 5 méga-tendances, ce sont l'urbanisation, le changement climatique, donc aussi les pouvoirs politiques, le changement démocratique et le progrès technologique, ainsi que la numérisation. Nous allons parler aujourd'hui du progrès technologique et de la digitalisation, mais ce qui est important, c'est de se rappeler ces 5 méga-tendances. Quand on parle de numérisation,
J'en parlerai donc dans cet exposé et nous mettrons l'accent sur des éléments importants pour le business du sport par définition et où la digitalisation donne une contribution pour faire avancer les choses. Première citation qui est très importante à mes yeux, car souvent on se trompe, on mélange un peu l'aspect numérique et la technologie. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre que la technologie, ou plutôt la digitalisation n'est pas une technologie, et souvent on se trompe, il s'agit d'un développement de fond qui est vraiment central, qui fait partie de notre vie, mais il y a de nouvelles compétences qui sont nécessaires. Et je sais que l'intervenant suivant parlera surtout du leadership tout à l'heure. Voilà pourquoi on va se concentrer sur les compétences clés nécessaires en matière de développement numérique. Très bien, commençons. De mon point de vue, nous avons 4 éléments clés qui jouent un rôle central dans le domaine du sport et où la technologie joue un rôle de transformation. Tout en haut, vous avez la gouvernance, c'est-à-dire comment nous organisons le sport, c'est-à-dire mon club ou ma fédération. Ensuite, à droite, vous avez le business model, comment générer un chiffre d'affaires, de l'argent au bout du compte, et ensuite le contenu. Tout, bien sûr, se base sur le contenu, sur la distribution également. Et, au bout du compte, 4e élément, comment avoir la bonne expérience pour les membres, pour les fans d'un club, etc. Et quand on parle de technologie et d'aspect numérique, cela a un énorme potentiel pour jouer un rôle essentiel aussi. Et je vais parler des compétences clés, d'une part, qui sont très importantes en raison de ces 4 éléments, et en parallèle, je vais vous partager quelques exemples. J'espère que cela sera inspirant. Peut-être que nous aurons d'autres exemples qui seront partagés et qui semblent assez lointains, mais il faut malgré tout pouvoir les ancrer. Premier thème, c'est l'organisation. Sur le fond, de mon point de vue, nous avons 3 compétences clés qui, dans l'environnement du sport, doivent être développées dans une organisation. Tout d'abord, à gauche, ce qui est très important, ce sont les stakeholders ainsi que les fans, toutes les parties prenantes qu'il faut impliquer pour créer une transparence, pour la vie de l'organisation. C'est une première compétence qui est très importante. Ensuite, il faut aimer les nouvelles expériences, se pencher sur de nouveaux formats et peut-être créer des innovations pour développer le sport. Et 3e thème, ce sont les partenariats, puisqu'on ne peut pas tout faire seul. Et il faut surtout voir avec quels sont les autres partenaires qui nous permettent de faire avancer cette innovation. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de ces 3 éléments. Tout d'abord, nous allons parler de comment peut-on impliquer les customers ainsi que les fans. Un excellent exemple, c'est la Formule 1. Pour donner une voix aux fans, donc la Formule 1 a créé une plateforme qui s'appelle Fan Voice. Sur cette plateforme en ligne, les fans peuvent s'enregistrer d'une part, et d'autre part, ils peuvent aussi poser des questions à l'organisation ou entrer en discussion, où aura lieu la prochaine course, ou comment est façonnée aussi l'offre, c'est-à-dire pour tout ce qui est Formule 1, etc. Cela donne aux fans une possibilité de se mettre aussi dans une autre position et d'avoir aussi une sorte de retour de la part de la Formule 1. C'est un grand avantage. Un deuxième exemple qui est fascinant de mon point de vue, c'est UCI, ou l'Association mondiale, qui a démontré que grâce au partenariat avec Swift, tout est possible. Maintenant, nous parlons du e-sport. En matière, bien sûr, de Covid, cela a repris une signification, c'est-à-dire le sport physique n'est pas facile, mais UCI avait déjà commencé à conclure un partenariat avec Swift avec un objectif spécifique, afin de pouvoir mettre en place une sorte de discipline propre pour le cyclisme. Cela démontre comment une fédération sportive dans le domaine
Donc, e-sport peut être une sorte de précurseur. Et effectivement, nous partons du principe que des formats hybrides entre réel et virtuel vont prendre en signification ces prochaines années. Je rappelle l'objectif. Ce qui est important, c'est d'avoir un point de vue et d'avoir des nouveaux formats de divertissement qui offrent une chance pour atteindre des nouveaux groupes cibles. C'est un excellent exemple. Et UCI et Swift existent, mais il y a encore d'autres fédérations qui créent de tels formats et qui font avancer ainsi l'innovation. Un autre exemple. Nous parlons de nouveaux partenariats et nous avons bien sûr le CIO avec un partenariat qui a été créé avec Samsung et on parle des Jeux Olympiques qui reprennent un point de vue technologique et numérique pour les athlètes, pour les fans, mais également pour les partenaires business. Et Samsung a pu se positionner ainsi. Nous avons 3 excellents exemples qui ont été montrés en matière de nouvelles compétences qui peuvent être plutôt orientées sur la numérisation. Maintenant, deuxième thème. Nous parlons des business models. Bien sûr que le Covid-19 nous a démontré que dans le domaine des modèles d'affaires, il y a un tournant qui arrive rapidement et bien sûr qu'il faut se préparer. Et cette citation est tout à fait particulière de Warren Buffett et qui dit qu'il faut toujours se poser la question: est-ce qu'on est prêt pour le futur? Car des anciens modèles d'affaires se meurent et d'autres deviennent de plus en plus importants. Et le Covid-19 occasionne une crise qui, au final, va accélérer cette tendance. Regardons encore ces modèles d'affaires nouveaux. 2 éléments ou compétences clés très importants. Donc, trouver tout d'abord des business partners, ça peut être un investisseur ou une agence ou un fournisseur. Mais il faut se mettre en accord dans cet écosystème, puisque le monde et les affaires deviennent de plus en plus complexes. Deuxième compétence clé, qui est également centrale, c'est le développement futur de nouveaux modèles, de modèles clés, et comment générer une autre source financière. Et on parlera tout à l'heure encore de la Champions League. Bon, la Ligue des Champions, Champions League. Tout d'abord, penchons-nous sur cette possibilité. Nous avons justement la possibilité de trouver de nouvelles sources, tout ce qui est numérique qui est devenu central. Une fois de plus, nous voyons que d'anciens modèles d'affaires qui étaient basés sur le live et qui représentent une grande part des sources financières sont entrés en difficulté. Et vous voyez qu'il faut également monétariser les choses on demand. Les jeunes générations, c'est-à-dire de 18 à 34 ans, vont consommer on demand et vont pouvoir aussi consommer les choses non seulement en live, mais il faut se reposer la question: a-t-on la possibilité de générer de nouvelles sources financières? Et bien sûr, quand on parle de l'aspect numérique, comme nous le voyons dans le cadre de la Ligue des Champions, ce sont des éléments qui vont avoir une signification supplémentaire, qui offrent des possibilités, et c'est ainsi qu'on peut avoir de nouvelles sources financières lorsqu'on développe le bon contenu et l'aspect numérique adéquat. On parle de partenariat. Ici, nous avons le rugby, un excellent exemple. Quelque chose qui devient de plus en plus populaire comme discipline sportive, mais en parallèle, il y a une difficulté de se professionnaliser. Et CVC, par exemple, s'est impliqué et a fait avancer cette discipline sportive pour avoir de nouvelles sources financières, mais surtout l'aspect commercial ou la commercialisation a été mise en avant.
Et pour les investisseurs, il est important aussi d'être actifs dans ce domaine sportif, car le monde devient de plus en plus complexe et les risques augmentent. De ce fait, les investisseurs pourront atténuer les risques et faire avancer l'aspect professionnel. Très bien, avançons et parlons du troisième aspect. Nous parlons de Content Creation and Distribution. Ici, nous avons 4 éléments, ou plutôt 4 compétences clés qu'il faut souligner. Tout d'abord, l'importance de la présence via différents canaux. Et on parle de omnichannel. Non seulement il s'agit de la télévision linéaire, c'est quelque chose qu'on a bien compris, mais nous parlons de la possibilité d'avoir l'aspect linéaire. On parle des différents médias, pas seulement Facebook, Facebook est plutôt pour les plus anciens parmi nous. Et ensuite, on parle de la personnalisation des contenus. Comment aussi composer ces éléments et être plus avantageux. On parle de l'intégration de contenus externes. Non seulement nous parlons de ce live content, mais nous parlons d'athlètes, de fans, et comment nous pouvons tous les intégrer. Et pour terminer, la diversité des contenus. Comme déjà dit, on ne parle pas seulement du live, mais également de l'élément on-demand ou les séries documentaires que nous connaissons, tout ce que nous avons admiré et d'autres disciplines sportives qui ont la possibilité d'écrire donc des émotions et des histoires. Dernier point. On parle des temps forts et la demande. Et ce transparent démontre, une fois de plus, ces fameux highlights. Ce sont des données que nous avons utilisées pour des études sportives. Et nous pensons aussi que d'autres formats ont d'autres chances de croissance, et non pas seulement l'aspect live. Maintenant, dernier aspect. Nous parlons de l'expérience customer et l'engagement. C'est là où l'aspect technologique et la numérisation jouent un rôle essentiel une fois de plus. Nous avons ici 3 compétences qui sont vraiment très importantes. La création d'une expérience immersive, c'est-à-dire consommer cette expérience sportive représente une tendance et il faut être prêt, et nous avons encore d'autres partenariats qui sont soulignés et qui sont très importants. L'aptitude aussi d'utiliser les données et les différents constats qui seront générés. Nous avons beaucoup d'organisations sportives qui sont juste aux prémices dans le cadre de certaines stratégies ou comment gérer ces différentes données. Troisième point, avoir la possibilité justement de créer des interactions clientèle. Nous avons d'excellents exemples aussi qui se réfèrent au e-sport. D'excellents exemples donc pour cette première compétence. On parle d'interaction. C'est bien sûr le NBA. Sur la base du Covid-19, les spectateurs n'ont plus eu accès au stade et de ce fait, NBA a conclu un partenariat avec Microsoft et via Microsoft Teams, les fans ont eu l'occasion aussi de participer en ligne à ces différentes compétitions. Ils ont même pu, de manière virtuelle, encourager l'équipe. Et nous voyons dans une période difficile comment nous pouvons utiliser les différentes interactions. Une fois de plus, je vous rappelle que cela c'est basé sur un partenariat. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un jour à l'autre. Un autre exemple, qui de mon point de vue est fascinant, et les réseaux sociaux l'ont aussi abordé, quelque chose d'incroyable, des chances possibles. Et nous avons remarqué aussi qu'une équipe, par exemple Steven H.,
est dans la 4e ligue anglaise et c'est ainsi que chez FIFA, on va en tenir compte. Ils ont conclu un sponsoring avec ce club qui était très heureux, bien sûr, car ils avaient beaucoup de difficultés au départ, et qu'a fait ensuite Burger King? Ils ont créé le fameux Challenge Stevenage, et les fans ont dû faire justement, challenge, des défis, et Burger King leur a donné ensuite des bons, et de ce fait, et via ce format FAT, par exemple, certains ont dû ensuite jouer avec ce fameux tricot Stevenage. Cela fut couronné de succès. Et des marques, ou une marque quasi inconnue est devenue donc très populaire via la FIFA. J'en viens presque à la fin, mais pour résumer, voilà, nous avons 4 dimensions. Nous avons regardé 4 aspects assez importants et nous avons essayé de souligner les compétences clés pertinentes, les compétences où la technologie, notamment la numérisation, joue un rôle assez important et contribue au développement. J'espère que cette présentation a été claire et intéressante et inspirante et que j'ai pu vous apporter quelques nouvelles idées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Deléa, pour vos explications. Il y a eu 2 questions. Nous avons reçu 2 questions de la part du public et j'aimerais bien vous les poser. D'abord, la remarque que l'OFSPO et Suisse Olympique n'ont pas encore pris de décision claire dans ce domaine. Donc, on n'aime pas trop accueillir le e-sport. Pour l'heure, quelle est votre opinion? Eh bien, je vais essayer d'aborder la question de façon philosophique. Est-ce que e-sport, c'est un sport ou pas? Donc ça, c'est un aspect, mais ce n'est pas une question à poser à l'heure actuelle. J'aimerais bien vous apporter une réponse politique. Je pense qu'il est important de comprendre d'abord ce que c'est le sport traditionnel et comment il peut profiter de cette numérisation. Et je vous ai donné quelques exemples. E-sport vous permet aujourd'hui de conquérir de nouveaux segments de clients. Les exemples que je vous ai montrés sont des exemples parfaits. Une marque complètement inconnue qui, grâce à un partenariat et grâce au e-sport, est devenue connue. Et il y a beaucoup d'autres possibilités pour aborder et pour conquérir de nouveaux groupes cibles et de créer un nouveau contenu. En tant que sport et sport property, comme on dit en anglais, nous devons développer de nouvelles marques. E-sport peut nous soutenir dans cette démarche et peut nous permettre d'atteindre de nouveaux groupes cibles. La question est tout aussi politique que philosophique. On pourrait se dire, voilà, e-sport, ce n'est pas du sport. Mais il y a des aspects tout à fait physiques. On fait du sport. Donc, il y a beaucoup de dimensions. Le monde n'est pas noir et blanc, mais il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau politique et au niveau sport. La question de base est de savoir comment on peut profiter de cette nouvelle façon de faire du marketing. Et là, il faut développer de nouvelles idées. Mais à l'avenir, comment est-ce que le e-sport va se développer? Il y a les clubs qui l'ont acheté, mais ce n'est pas encore vraiment appliqué. Qu'en est-il? Eh bien, si je regarde le développement à l'avenir, je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème compétitif est un peu opaque. Mais il y a le storytelling, comme on dit en anglais,
Donc on raconte des histoires, on présente aux fans l'histoire des clubs. Mais ce n'est pas encore très clair. Maintenant, il faut créer de nouvelles structures, des ligues, des structures nationales. Mais je pense que cet écosystème va changer. Et il faut que cet écosystème sera attrayant pour le public, afin qu'on puisse développer de nouvelles méthodes. Mais il faut du temps pour faire cela. Avant, on avait les games fantasy et action et shooter. Ce sont là des produits des médias qui ont pu se développer. Et le sport virtuel n'y est pas encore. Là, j'ai l'impression que ça prendra encore un peu de temps. Merci. Donc, on a une autre question ou commentaire. Peut-être que vous pourriez commenter ce commentaire. On a dit, voilà, je ne suis pas d'accord que la seule question est d'augmenter les recettes. Non, si on ne pense qu'à ça, on perd les fans et la relève. Non, je ne voulais pas dire qu'il fallait regarder que l'augmentation du chiffre d'affaires. Non, non. Il ne faut pas se concentrer uniquement aux recettes. Mais moi, je regarde les affaires et le business d'abord. C'est ma fonction qui veut ça. Mais bien évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects. Il ne faut pas oublier que le sport est une activité sociétale. Et le sport a un rôle à jouer dans la société. Il ne faut pas l'oublier. Donc le sport n'est pas qu'une affaire d'argent. Pas du tout. Ça serait vraiment erroné de le penser. Et on perdrait beaucoup de choses si on pensait comme ça. Mais il y en a qui pensent qu'à l'argent. Mais ça ne veut pas dire que même dans le business, on ne peut rien apprendre des tendances. Nous avons une petite plateforme commerciale, par exemple, que je vous ai montré, et leur succès est fort intéressant. Et on pourrait faire de même avec d'autres moyens et instruments. Oui, Netflix, par exemple, avec Michael Jordan, la documentation sur Michael Jordan, a beaucoup de succès. Mais vu de la part d'un athlète ou d'un club, comment est-ce qu'on peut en profiter de ce développement? Eh bien, si on parle de Michael Jordan et Netflix, là on parle vraiment de la cour des grands. On ne peut pas se comparer avec cela. Mais il y a beaucoup de possibilités de créer du contenu sur une petite échelle. Il faut d'abord choisir le canal. Et avec des petits moyens, on peut développer une stratégie de développement de contenu. Il faut tout d'abord comprendre quels sont les actifs dont on dispose. De quoi est-ce qu'on peut profiter? Et la question est vraiment de savoir quel est le contenu qu'on souhaite créer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire une production très chère pour avoir un produit cool. On peut faire beaucoup de choses avec des petits moyens. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Eh bien, en Suisse, spontanément, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner un exemple concret. Mais il y a beaucoup d'athlètes forts et qui ont beaucoup de compétences pour se présenter, se vendre. Il faut en profiter pour développer son contenu. Je pense que tout le monde peut en profiter. Eh bien, les formats forts. Comment est-ce que les associations et clubs doivent se préparer? Eh bien, aujourd'hui, les highlights, donc les points forts, étaient considérés comme un point de départ pour passer à autre chose, pour passer dans les médias, par exemple. Mais de plus en plus, on se concentre sur les highlights. Donc 5h45, ça c'est vraiment le nombre d'heures que les gens regardent ce qu'on appelle les highlights.
Donc la question est de savoir comment structurer la stratégie de distribution afin de pouvoir générer de l'argent avec ces highlights. On ne parle pas que de l'argent, je suis d'accord avec vous, mais on a besoin d'argent pour développer nos services. Le content, le contenu doit être sponsorisé. Et là, il faut se demander comment donner une plateforme à nos sponsors. Là, on a beaucoup de possibilités. Et même les grandes marques ont encore des choses à apprendre. Il y a des grandes plateformes, comme la Champions League par exemple, qui n'ont pas d'actifs vraiment forts. Mais à mon avis, il y a encore beaucoup de potentiel dans ce domaine. Et en ce qui concerne la technologie de levier, leverage technology, qu'est-ce qu'il y a? La leverage technology, la technologie de levier. Ah, je ne vous comprends pas. Je ne vois pas ce que c'est. Bon, ben, on passera à autre chose. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ah oui, c'est bien. Une question. Quels sont les canaux qui sont les bons canaux, à votre avis, si on n'a pas de grands moyens? Ah, ça dépend. Cela dépend largement de la situation individuelle. Je ne peux pas vous donner une réponse toute faite. Je ne suis pas vraiment une agence de développement numérique. D'abord, il faut différencier entre les canaux numériques qui existent et qui sont importants pour les groupes cibles. Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est un autre canal? Et à ce moment-là, vous pouvez déjà agir de façon ciblée, mais ça dépend du sport. Vous avez parlé d'associations, de clubs, d'événements, de manifestations. Ce développement, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence pour les athlètes? Eh bien, de mon point de vue macro, je pense que la création de valeur est de plus en plus importante en lien avec les athlètes. Ces 10 dernières années, au niveau politique, on a misé de plus en plus sur les athlètes, parce que ce sont les athlètes qui savent raconter leur histoire et qui peuvent occuper une position très forte aux yeux des fans. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des athlètes, puisque les athlètes disposent de leurs propres canaux et sont présents. Donc, ils ont une grande présence sur ces canaux. Et nous, on suit non pas des institutions, mais des athlètes et des équipes. L'institution n'est qu'un moyen pour atteindre l'objectif. Et ces athlètes ont de plus en plus de possibilités de se vendre, de se commercialiser, et ont, par conséquent, de plus en plus de pouvoir. Il faut en tenir compte. Quels sont les risques que cela entraîne? Quels sont les risques de la numérisation? Quelles sont les erreurs qu'on peut commettre? Il est absolument important, à mon avis, d'avoir un objectif. Comment dire, je peux dire, il faut avoir une intention, un objectif et s'orienter par rapport à cet objectif lorsqu'on développe sa stratégie. Donc il faut se fixer des objectifs et ensuite agir en conséquence. Il ne s'agit pas de faire une vidéo couronnée de succès et après il n'y a plus rien. Non, il faut raconter cette histoire de façon continue. Par conséquent, il faut d'abord comprendre le contenu et ensuite et de définir ce que le contenu doit représenter. Et ensuite, il faut le développer. L'objectif ne peut pas être d'être présent, d'avoir une présence partout, dans tous les canaux. Non, non, il faut avoir une stratégie cohérente. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur de faire quelque chose parce qu'on peut commettre des erreurs?
Mais non, on peut faire des expérimentations. Mais ce serait un peu insensé de dire on va tout faire et tout essayer et puis en tirer des leçons. Non, il faut y réfléchir d'abord. L'expérimentation, c'est une bonne chose, mais il faut le faire de bon escient. Il faut toujours avoir une idée derrière la tête, un objectif. Merci beaucoup, David Deléa, pour cette présentation. Avant de continuer, j'aimerais bien vous informer. Si vous souhaitez regarder le chat, il faut ne pas regarder la présentation en plein écran. On fait une petite pause jusqu'à 15 heures et on parlera de la réussite de la transformation. Un exposé de Martin Regli. Herzlich willkommen zurück. Bienvenue donc de retour à notre forum Suisse olympique. Je me réjouis d'entendre la deuxième présentation tout à l'heure. Mais encore une fois, si vous souhaitez participer au chat, si vous souhaitez savoir quelles sont les questions et remarques posées, vous devez sortir du plein écran et ensuite vous pourriez accéder au chat. Martin Regli est le partenaire managing de l'entreprise Passion for IT. Il parlera de la réussite de la transformation. Merci Martin, je te passe la parole. Merci pour cette invitation. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de pouvoir vous présenter mon sujet dans une deuxième partie, la transformation numérique. La transformation en tant que telle, c'est un terme dont on parle beaucoup de nos jours. J'aimerais bien vous présenter des voies. Comment réussir cette transformation? Le monde se tourne de plus en plus vite. On est constamment confronté à de nouveaux défis. Des défis qui exigent de nous qu'on trouve de nouvelles solutions. Mais avant de parler des nouvelles approches et des moyens de surmonter ces défis, j'aimerais bien parler de la transformation en tant que telle, afin qu'on puisse comprendre comment se fait une transformation et quels sont les facteurs qui l'influencent. Si vous avez l'impression que la transformation numérique est liée uniquement à l'introduction de nouvelles technologies, vous faites fausse route. Si vous avez l'impression que la transformation est une tendance qui disparaîtra demain, vous faites fausse route. La transformation numérique a lieu que vous l'aimiez ou pas, que vous participez ou pas, mais vous devez vivre avec les conséquences, même si vous ne vouliez pas de cette transformation. Cette transformation change nos vies et nos comportements à long terme. Il y a, de mon avis, 3 facteurs qui l'influencent et on a déjà entendu parler de ces facteurs. D'abord, l'évolution culturelle. Qu'est-ce que cela veut dire? L'évolution culturelle, eh bien, par exemple, en 2017, on a introduit le iPhone. Par conséquent, on est passé de plus en plus dans le monde virtuel. On a une transparence de marché de plus en plus illimitée sur la base d'Internet. Le comportement des consommateurs a changé. Aujourd'hui, on peut être en ligne tout le temps. 24 heures sur 24, tous les jours. On peut interagir les uns avec les autres à n'importe quel moment. Ensuite, la génération numérique, la génération Y et Z, a de nouvelles valeurs, de nouvelles idées et approche la vie différemment. Si on part en vacances aujourd'hui, on s'informe sur Internet d'abord. On regarde quels sont les avis des autres utilisateurs. On regarde quelles sont les informations qu'on trouve sur Internet. Il y a une transparence totale. Le deuxième facteur
dont je ne parlerai pas en détail, c'est le changement des modèles commerciaux. On parle aujourd'hui d'abord de sharing economy, de l'économie de partage, et d'un autre côté de l'économie des prestations de services. Je pense que vous connaissez les deux volets de ces modèles commerciaux. Uber, Airbnb, Amazon font partie de l'écosystème numérique de plateformes. Donc ça fait partie de l'économie de partage. D'un autre côté, l'économie des prestations de services. Je pense que vous connaissez aussi. On parle de prestations de services ou de produits qu'on ne vend plus comme produits, mais comme services, sous la forme d'abonnements. Netflix, par exemple, Spotify, Apple Music, jusqu'il y a quelques mois ou quelques années, on achetait encore des CD. Aujourd'hui, on fait du streaming grâce à un abonnement. Ça fait partie de cette économie de prestation de services. Et cela a profondément changé nos comportements et nos vies. Et oui, il y a aussi des technologies qui révolutionnent nos vies. Mais la technologie n'est qu'un moyen qui sert à atteindre un objectif. À chaque fois que vous avez un problème, on regarde s'il y a une nouvelle technologie pour y parer. Oui, et cette technologie change nos comportements. iPhone, par exemple, qui a été introduit en 2007 et qui a profondément changé nos comportements. Avant, tout le monde avait des Nokia. Aujourd'hui, on ne peut même plus s'imaginer vivre sans smartphone. Vous voyez donc, il y a ces trois piliers sur lesquels je vais baser ma présentation. Mais je parlerai tout d'abord de l'évolution culturelle, des compétences de leadership. Et je parlerai des modèles commerciaux et de la révolution technologique. Je parlerai un peu moins de la révolution technologique. La transformation numérique ne se limite donc pas à l'implémentation de nouvelles technologies. Elle englobe aussi et surtout la transformation et le développement de l'expérience client et des processus d'entreprise nécessaires, ainsi que le changement et l'amélioration des modèles commerciaux et de la culture d'entreprise. J'ai souligné culture d'entreprise. Si vous avez l'impression qu'il suffit d'optimiser les processus et d'implémenter quelques instruments technologiques, cela ne suffira pas à faire face à la transformation numérique. Et j'y parlerai à la fin, puisque ces transformations sont liées aussi à vos collaborateurs et collaboratrices. Nous avons différents piliers en matière de changement et vous serez confrontés à de nouveaux défis. Les cadres, bien sûr, sont devant de nouveaux défis, ainsi que les entreprises. J'aimerais vous partager quelques réflexions. Dans quel domaine vous allez trouver des réponses? Je ne vais pas vous livrer la réponse, mais simplement la thématique, respectivement dans quel domaine vous allez vous poser ces questions et pour votre propre entreprise, pour votre école, votre institution, votre fédération ou club ou autre, où vous allez trouver les réponses de manière individuelle. Tout d'abord, nous allons devoir comprendre ce que signifie le changement démographique et la révolution aussi numérique. Nous avons tout à l'heure aussi parlé de quelques exemples. Quelles sont les influences sur votre institution? Que se passe-t-il concrètement? Qu'est-ce que cela signifie pour votre branche et pour votre propre marché? Nous voulons ensuite savoir comment vous pouvez faire fructifier ce capital, respectivement. Qu'est-ce que ça veut dire en matière d'entreprise ou de vision? Et en plus, nous allons devoir savoir quels sont les outils, les compétences, les aptitudes nécessaires au sein de votre entreprise actuellement et aussi à l'avenir. Vous pouvez vous imaginer, bien sûr, que cela
Donc par rapport à ce changement ou cette transformation continuelle, les éléments vont changer. Et de ce fait, vous devrez chercher des réponses. Et je reviens au titre de mon exposé, c'est-à-dire réussir la transformation, comment la gérer, et je vais vous donner quelques conseils et astuces. Mais en détail, vous devrez également vous pencher sur la structure de cette transformation. C'est aussi une réponse qui a été donnée tout à l'heure, et nous parlons de stratégie et d'ancrage, et étape après étape, nous voulons mettre en œuvre les éléments pour que cette transformation puisse être couronnée de succès. Un philosophe grec qui avait dit que la seule constance, c'est le changement. Et je crois que 2500 ans après cette citation, c'est tout à fait encore adéquat. Je l'ai déjà dit, le changement ou la transformation technologique, automatiquement, veulent dire nouvelle manière de travailler. Le travail change. Nous parlons bien sûr des éléments abordés par David. Il y a eu du télétravail depuis ces derniers mois et nous sommes confrontés maintenant à ce changement et malgré tout, et c'est quelque chose que je remarque aussi dans mon mandat conseil, nous avons malgré tout beaucoup d'entreprises encore qui n'ont peut-être pas encore vu le sérieux de la situation ou n'ont pas maîtrisé la situation. Et nous nous rappelons bien sûr le 13 mars dernier, le 13 mars 2020, on a reçu le marteau du corona, homeschooling, c'est-à-dire home office, tout le monde a dû réagir rapidement. Le problème, c'est qu'il a fallu réagir pour certains très rapidement. On a mis en place des outils de collaboration, de nouveaux skills, et sans concept même, et d'un jour à l'autre. Et c'était aussi un peu un danger auquel on était confronté. Et j'aimerais vous sensibiliser sur ces points en lien à cette citation, justement. Le monde change constamment et bien sûr que le monde va ne pas s'arrêter demain. Au contraire, il y a un changement, une transformation continuelle et nous devons réagir. Un autre aspect, et surtout dans le domaine du sport et lorsqu'on a affaire aux jeunes, il ne faut pas non plus négliger les générations Y et Z, ou alors, comme on les appelle si bien, les digital natives. Ces prochains mois, ils vont aussi représenter une majorité au niveau de la population. En tant qu'intéressés, en tant que clients, en tant que collaborateurs futurs, en tant que décideurs aussi. À l'avenir, les digital natives seront au centre. Ils ont d'autres attentes. Ils ont grandi avec Facebook, avec WhatsApp et autres. Ils sont toujours on. Ils ont l'habitude aussi d'avoir des formes d'interaction nouvelles, que ce soit avec leur employeur, voire avec des fournisseurs, en tant que consommateurs. Et comme déjà dit, ils vont pas seulement être derrière un guichet ou vouloir être derrière constamment un guichet d'information. Non, ils veulent avoir de suite un service. Ils ont de nouvelles idées et c'est ainsi que nous allons les intégrer dans ce système. Surtout pour la génération Z. On parle de vie réelle avec des éléments qui se regroupent dans le monde numérique. La génération Z, malgré tout, a de grandes difficultés de prendre des décisions, car ils sont submergés d'informations. Beaucoup trop de possibilités leur sont offertes et ils n'ont pas suffisamment de temps de prendre calmement une décision. Et lorsqu'ils ont pris une décision, ils se mettent sous pression, sous une sorte de pression aussi de performance, car via les réseaux sociaux, constamment, ils sont en contact avec leurs collègues et ils se comparent. Se sentent peut-être mal et remettent en question peut-être certaines de leurs décisions. Et une autre compétence de ces systèmes de valeurs ou modèles de pensée de la génération Z, c'est donc, indépendamment qu'il s'agisse d'un engagement ou d'un rendez-vous, et pour trouver peut-être un nouveau travail, mais souvent c'est une sorte de situation intermédiaire. On ne veut pas évaluer
ces points, mais il est important aussi de se pencher sur ces générations pour bien comprendre comment ces générations fonctionnent. Changement engendre peur et insatisfaction. Nous le savons toutes et tous. Nous ne sommes pas faits pour le changement. Quitter sa zone de confort, ce n'est pas facile. Et justement, lorsqu'on est obligé de quitter cette zone de confort par rapport à des changements, des nouvelles formes d'organisation, cela engendre des peurs. Et les peurs, dans le domaine de la gestion du changement, sont quelque chose de mauvais, car c'est une sorte de blocade. Il y a des insécurités et les collaborateurs ne sont plus sûrs et vont faire échouer peut-être ces transformations. Vous connaissez certainement cette courbe traditionnelle du changement. Nous parlons tout d'abord de la négation, d'un refus, et peut-être qu'on comprend mieux un peu certains points, et nous espérons qu'au bout du compte, la situation, malgré tout, s'améliore avec un engagement des personnes concernées. Et c'est essentiel lorsqu'on parle de transformation, de créer une passerelle. Transformation égale changement, peuvent engendrer des insatisfactions, des peurs, et vous, en tant que cadre dirigeant, vous devez agir. La question qui se pose ensuite, c'est comment contrer ce point. Et l'être humain cherche 4 éléments, c'est-à-dire tout d'abord, il cherche la sécurité, la familiarité, il cherche la confiance, et beaucoup, et surtout les jeunes générations, se posent la question du sens. Et ce sont des thèmes qu'il faut comprendre, qu'il faut approfondir. Nous aussi, nous voulons de la confiance, nous voulons de la sécurité, et on se pose aussi la question du sens, même si moi-même, par exemple, je ne suis pas un digital native. Vous avez maintenant la possibilité d'observer ces points. On parle de la culture d'entreprise, du poste de travail moderne, nous parlons également du leadership, et nous parlons de compétences et de skills, d'outils qui, à l'avenir, devront être garantis. Nous n'aurions pas suffisamment de temps pour aborder tous ces thèmes, mais nous allons nous concentrer sur les skills et sur le leadership. Ici, un extrait de 26 modèles de compétences de sondage. Quelles sont les compétences actuelles et nécessaires pour le futur? On parle de skills numériques. Est-ce qu'ils suffisent? Non. Nous parlons de propres compétences de nos jours. Et de plus en plus, nous l'avons déjà entendu, nous travaillons en télétravail de manière indépendante et on ne peut pas contrôler constamment nos collaborateurs, collaboratrices. Il faut promouvoir ces compétences propres et d'autodiscipline est question. Et dans le domaine des compétences sociales, on parle d'empathie, d'écoute et aborder la diversité, la comprendre. La prise de conscience culturelle, c'est un deuxième thème. Donc, on parle de la compétence propre, mais également des compétences sociales. Et troisième point, ou thème, c'est l'aspect analytique. Et cette réflexion critique, on ne parle pas de compétences qui sont donc prises en considération par une machine. Et je vous dis, concentrez-vous sur ces compétences dans ces domaines-ci, car le reste peut être réalisé par une machine. Et peut-être qu'un logiciel ou une machine va encore mieux faire que nous. Et il y aura un danger. À un moment donné, peut-être qu'on va rationaliser nos postes de travail, nos jobs. Et il y a déjà un transfert de jobs. On parle du principe que plus de 30% des jobs actuels n'existeront plus sous la même forme. Il y aura de nouveaux champs d'activité qui vont être créés. Maintenant, quel est le rôle des cadres dirigeants ? Le leadership et la conduite, actuellement, n'est pas plus simple qu'à l'époque. Au contraire, je pense qu'il est bien plus difficile actuellement d'être actif en tant que cadre dirigeant et de se présenter et de s'approprier les différents skills. Tout d'abord,
vous devez façonner la transformation, aussi la transformation de votre propre organisation, de votre entreprise. Vous devez également, ou vous pouvez, accompagner vos collaborateurs, collaboratrices, nous l'avons entendu, nous parlons de courbes de transformation ou de changement, et de temps en temps, il faut prendre par la main vos collaborateurs. Et ensuite, nous parlons des skills numériques, comme nous le faisons actuellement. C'est quelque chose aussi de particulier pour moi, de parler vers une caméra sans avoir beaucoup d'émotions autour de moi. Et justement, de tels thèmes font partie de notre quotidien maintenant. Et de ce fait, nous avons besoin de personnalités, de personnes qui savent agir malgré cette complexité. Et nous parlons d'empathie, de compréhension pour les êtres humains. Et comment collaborer avec autrui et aimer les personnes surtout. Alors, bien sûr que diriger, c'est faire confiance. Et c'est quelque chose qui est clair, et constamment quand même je vois que certaines personnes ne peuvent pas lâcher. Avec une très bonne citation d'un directeur d'une entreprise internationale, si je n'avais pas fait confiance aux gens et que si j'avais tout voulu contrôler, j'aurais eu beaucoup de difficultés ces derniers mois. Et cela n'aurait pas fonctionné. Car au bout du compte, ce sont aussi vos collaborateurs qui vont décider des échecs ou des succès d'une entreprise. Et vous, en tant que cadre dirigeant, vous devez leur donner les conditions cadres adéquates. Car le leadership que nécessite un leader, il a besoin de personnes qui le suivent. Non seulement au niveau dictatorial, de dire « maintenant vous allez me suivre ». Non, il faut aussi avoir cette passion. Et avec ces conditions cadres nécessaires, il faut pouvoir exiger l'aspect positif de vos collaborateurs. Dans le domaine sportif, ce n'est rien de nouveau. Vous connaissez bien mieux que moi ces éléments. Il faut motiver aussi les personnes et leur offrir un cadre pour qu'ils soient vraiment performants. Et comme déjà dit, au bout du compte, ce sont les collaborateurs, collaboratrices qui vont décider qui est un cadre dirigeant positif. Et si vous réussissez à ce que vos collaborateurs disent de vous que vous êtes un leader, alors automatiquement, ils vont vous accompagner et vous suivre. Maintenant, soyons un peu plus concrets. Ne soyez pas confus par toutes ces informations dans ce slide. Vous aurez bien sûr la présentation encore sous format handout, un petit dossier. Ce sont des perceptions subjectives. Vous pouvez reprendre les éléments que vous souhaitez. Ce qui est très important, à l'époque, on m'a souvent posé la question « Oui, alors quel est votre style, monsieur Regli, de conduite ?» J'ai dit « J'en ai pas, c'est selon la situation. » Il est important actuellement de dire « Soyez cadre dirigeant lorsque c'est nécessaire. » Comme déjà dit, prenez des décisions, définissez des objectifs, mais soyez mentor, écoutez, soyez empathique. Aussi, si vos collaborateurs ont besoin de votre soutien, soyez là. Et soyez coach lorsqu'il s'agit aussi d'amener le collaborateur à une sorte de réflexion propre. Adopter un comportement propice aux relations. Comme déjà dit, montrer en tant que cadre dirigeant tout. C'est-à-dire, vous pouvez aussi dire « je suis dépassé ». Cette situation est nouvelle également. Et comme pour moi, via caméra, je dois m'adresser à vous. Et bien sûr qu'on peut démontrer une certaine insécurité. C'est cela qui nous rend humains. Et le leadership, la conduite, se penche aussi sur l'être humain. Nous l'avons déjà entendu, on parle de compétences personnelles, promotion, lâchez. N'ayez pas le sentiment que vos collaborateurs ne travaillent que lorsque vous les observez ou lorsque vous les contrôlez. Il faut promouvoir cette initiative propre, cette responsabilité propre. Ensuite, penchez-vous sur les solutions pour ce monde numérique. Essayez de comprendre tous les outils. Maintenant, on est quasi obligé d'utiliser ces outils, tous ces médias numériques. Mais à l'avenir, nous allons encore nous entretenir via de tels formats. À l'avenir, on travaillera en home office et nous aurons des échanges de manière numérique.
Avec votre équipe et vos collaborateurs, cherchez les solutions opportunes. Offrez des réseaux, des plateformes, que ce soit de manière numérique ou dans le monde réel, pour que les personnes de différentes divisions puissent s'entretenir. Nous parlons de hiérarchie. Un thème souvent abordé ces derniers mois, nous avons des critères en matière de nouvelles formes d'organisation que je ne vais pas promouvoir à présent, mais lorsqu'on parle de conduite autoritaire, c'est un peu passé. Nous parlons d'agilité, de responsabilité propre, de flexibilité de nos jours. La manière de coopérer ou de collaboration change. Ces organigrammes typiques sous forme justement pyramidale. Nous parlons plutôt maintenant de réseau, nous parlons de travail de projet et de manière interdisciplinaire, nous pouvons collaborer. Cela est permis et encourager ces formes modernes de collaboration. Offrez un environnement attrayant à vos collaborateurs et collaboratrices. Je ne parle pas d'un poste de travail numérique uniquement, mais aussi des conditions cadres. Grâce à vos compétences sociales, vous pouvez le faire. Et regardez ce que vous faites et faites en sorte à ce que l'autogestion est promue. J'en viens presque à la fin. Pour résumer, qu'est-ce que cela veut dire être leader numérique? Comme je l'ai dit, le rôle des dirigeants change. Ils coachent, ils délèguent et motivent. Ce sont là 3 activités au centre de ce leadership d'aujourd'hui. Le leader promeut une culture de l'erreur et promeut donc la responsabilité des collaborateurs et collaboratrices. Ce n'est que comme cela que vos collaborateurs et collaboratrices vous considéreront comme quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance. Ceci dit, je vous remercie de votre attention. C'était un plaisir d'être avec vous cet après-midi et de parler de ce sujet fort passionnant. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre avenir numérique. Merci beaucoup. Merci à vous, Martine Regli, pour votre présentation. J'aimerais bien te poser quelques questions. D'abord, des questions qu'on a reçues par chat. D'abord, comment faire en sorte à ce que les enfants du numérique s'activent eux-mêmes au lieu de consommer uniquement? Eh bien, ça c'est difficile. On dit toujours que la motivation propre est vraiment l'approche la plus importante. Il faut donc leur montrer ce qui est possible, mais si quelqu'un ne veut pas s'activer, il est assez difficile de le faire bouger. Donc le mentoring, le coaching est important, mais si quelqu'un vraiment ne veut pas s'activer, il faut essayer de créer une relation empathique et d'expliquer mon point de vue, puisqu'on n'est pas de la même génération finalement. Mais voilà. Mais les digital natives consomment surtout et ne s'activent pas beaucoup. Mais oui, mais ils ont tellement d'informations, tellement de possibilités que nous, on n'avait pas. Et je dois dire que oui, j'ai cette impression aussi, mais la génération Y et Z, ce n'est pas que ces générations ne font rien. On ne peut pas dire que les anciennes générations sont meilleures que les générations actuelles. Il y a des changements entre les deux. D'abord, on constate la génération des baby-boomers, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est la génération née après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Là où on avait beaucoup de naissances. Et
Voilà, on dit toujours que c'est une génération qui s'intéresse aux nouvelles technologies. Est-ce vrai? Mais oui, il ne faut pas sous-estimer cette génération. Et les best agers, les personnes qui travaillent encore, qui sont encore dans la vie active et qui approchent la soixantaine maintenant, il faut essayer de les comprendre aussi, il faut leur expliquer le fonctionnement de cette nouvelle technologie. Cette génération a beaucoup d'expérience et ensemble avec les enfants du numérique, on peut faire beaucoup de choses. Donc si on peut réunir et faire travailler les deux générations ensemble, ça serait idéal. Est-ce qu'on peut parler d'une génération? Et est-ce que tout le monde d'une génération est pareil? Ou est-ce qu'il y a quand même des différenciations? Mais non, on est tous des individus. Et on ne peut pas dire que voilà, tout le monde est comparable. Mais il y a des tendances. J'ai parlé de la génération Z qui n'aime pas s'obliger à faire quelque chose ou s'engager. Ça, c'est une tendance dans cette génération. Il y a des valeurs qui changent. Donc, dans cette génération, il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, je dis oui, je viendrai demain, et puis à très court terme, je me désiste. Ça, j'ai déjà fait cette expérience à plusieurs reprises. Voilà. Donc, peut-être aujourd'hui, on a tellement de possibilités qu'on peut toujours s'attendre à ce qu'à court terme, il y a encore une meilleure option qui tombe. On veut vivre un peu partout dans le monde, surfer un peu sur Internet et puis voilà, profiter de la vie. Ce n'est pas forcément négatif. Mais quelles sont les limites éthiques et morales dans cette transformation numérique? Eh bien, je pourrais en parler pendant tout un après-midi. On parlera là aussi des technologies et de l'intelligence artificielle. Là, ça sera vraiment difficile. Est-ce que une voiture autonome doit prendre une décision elle-même et peut-elle le faire? Si elle a deux options, il y a par exemple une situation dans laquelle peut se trouver une voiture, à savoir il y a un obstacle et pour éviter cet obstacle, je dois contourner cet obstacle, mais sur le chemin de contournement, il y a une mère avec un enfant que je risque de heurter. Quelle est donc la décision que ce logiciel dans la voiture va prendre? Il y a des questions difficiles qui se posent et qui nous montrent que l'intelligence artificielle ne peut pas être au niveau d'un cerveau humain. Dès qu'il y a du brouillard, cette voiture autonome n'est plus autonome, elle ne bouge plus. Donc, cette transformation ne se fait pas aussi rapidement qu'on ne le pense parfois. Mais elle se développe et il faut s'en préoccuper. Tu as parlé des compétences dont on a besoin pour le leadership. Il faut inspirer la confiance aux personnes. Il faut ôter aux collaborateurs et collaboratrices les craintes et peurs qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce qu'une association sportive peut faire pour y contribuer? Eh bien, j'ai parlé de 4 aspects. La culture de l'entreprise. Culture, c'est quelque chose qu'il faut vivre, qu'il faut remplir de vie. C'est quelque chose qu'il faut appliquer. Souvent, on prône une culture, mais une fois qu'on intègre une entreprise, cette culture, elle n'existe pas. Les jeunes souhaitent travailler, ça c'est un autre aspect, souhaitent travailler à distance. Par conséquent, il faut les entraîner non seulement à savoir maîtriser Microsoft Teams, mais aussi il faut développer leurs compétences sociales, c'est-à-dire leurs compétences de travailler dans une équipe. Et les leaders
Et donc, les dirigeants doivent faire en sorte à ce que tout le monde soit intégré activement dans les équipes. On ne peut pas décider seul et octroyer sa propre opinion. Dans le sport, est-ce qu'on a l'occasion d'en profiter? Et l'expert, c'était l'orateur qui a parlé avant moi. Je ne sais pas quel est le degré de maturité de l'e-sport. Je ne connais pas toutes les possibilités. Je ne sais pas quelles sont les possibilités de faire une analyse des données dans le cadre des big data dans le sport. Je ne sais pas quelles sont toutes les possibilités de travailler à distance, quelles sont les possibilités de profiter des plateformes à distance. Là, c'est vraiment le domaine de prédilection de M. Delia. Mais en tant que sportif, en tant qu'athlète, il faut avoir une présence personnelle. Donc, il y a toute une panoplie d'aspects qui jouent un rôle. Ce qui est primordial, c'est qu'on reste ouvert et qu'on soit attentif et qu'on soit ouvert aux nouveaux instruments sans avoir la peur de ne pas les maîtriser dès le départ. Donc voilà, il faut y aller, il faut s'attaquer à la tâche, s'atteler à la tâche. Encore une question. Si tu te mettais dans la peau d'un entraîneur, comment est-ce que vous pourriez profiter de cette transformation? Tout dépend de l'environnement. Est-ce que c'est un entraîneur avec une grande équipe sportive ou est-ce que c'est un entraîneur d'un athlète individuel? On ne peut pas vraiment donner une réponse qui vaille pour toutes les situations. Et cette transformation, c'est un processus qui concerne non seulement les sportifs et les associations sportives, mais aussi les PME. Là, il y a des processus qui sont souvent trop longs, trop compliqués. On peut les simplifier. La question est de savoir quels sont les clients, quels sont les groupes cibles, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Et il ne faut jamais oublier la culture de l'entreprise ou de l'association sportive non plus. On ne peut pas parler uniquement de technologie. Si on a un site web moderne, on n'a pas encore mis en œuvre la transformation numérique, hein, c'est pas ça. Si on a un site Facebook, ça ne suffit pas non plus. Quelles sont les erreurs principales? Eh bien, les erreurs qu'on fait souvent et qu'il faut corriger maintenant, c'est d'utiliser la technologie pour utiliser de la technologie, donc de faire de l'art pour l'art. Il y a beaucoup d'entreprises qui m'ont dit voilà, qu'ils ont introduit Microsoft Teams ou d'autres plateformes de collaboration. Eh bien, ça fonctionne d'une manière ou d'une autre, mais s'il n'y a pas de concept derrière, on s'embrouille. Donc, pour s'activer, ça ne sert souvent pas à grand-chose. Et on perd les pédales assez rapidement. Donc, il faut développer un concept. On me pose souvent la question de savoir qu'est-ce que ça me coûtera la transformation numérique. Eh bien, la réponse que je peux donner, c'est que je ne sais pas. Ça dépend du concept, ça dépend de l'objectif, ça dépend du budget et des compétences. Donc, c'est vraiment quelque chose de complexe, mais qui apporte beaucoup d'avantages. Le verre est toujours à moitié plein et non pas à moitié vide. Encore une question, tu as parlé des coûts. Donc, la transformation numérique n'est pas gratuite. Comment est-ce qu'on peut couvrir les coûts? Est-ce qu'on a besoin de décisions difficiles à prendre? Oui,
Absolument. La numérisation coûte quelque chose. Cette transformation coûte de l'argent. La question est de savoir ce que ça coûtera lorsqu'on ne fait rien. Parce que cette transformation, elle se fait qu'on y participe ou pas. Elle se fait et les conséquences doivent être supportées par tout le monde, qu'on participe ou pas. Peut-être que je travaille dans une entreprise ou dans un marché très conservateur. À ce moment-là, on ne fait rien. C'était le cas des conducteurs de taxi qui se disaient rien va changer pour nous. Et personne ne comptait qu'une entreprise comme Uber allait s'installer sur les marchés. Donc il faut toujours avoir les yeux, regarder le monde avec les yeux ouverts pour se rendre compte rapidement des changements en vue. Un poste important et une conséquence importante de cette transformation, c'est la résiliation des contrats de travail. C'est un danger. On peut travailler de façon plus efficace grâce à ces nouveaux moyens, grâce à cette transformation numérique. On peut avoir une meilleure gestion de temps, travailler sans papier. Mais que font les ressources humaines? Les ressources humaines ne parlent pas de processus, mais d'êtres humains. Donc il faut de plus en plus regarder les valeurs créées par l'être humain. Et oui, si je garde le personnel, cela ne me fait pas faire des économies, mais cela génère, le personnel génère aussi une valeur qui peut avoir des avantages pour l'avenir. Mais quelles sont ces compétences et quelles sont les compétences pertinentes? Eh bien, l'imagination et la création, la réflexion analytique et le cœur, l'être humain, ça, ce sont les aspects primordiaux. La machine sera toujours plus rapide, notamment lorsqu'il s'agit d'accomplir des tâches répétitives. C'est même pas la peine d'en discuter. Le WEF 2018, au WEF 2018 déjà, on s'en rendait compte. Mais la machine n'a pas de cœur, n'a pas d'empathie et ne sait pas réfléchir. Et l'être humain, les collaborateurs et collaboratrices doivent donc développer ces compétences de plus en plus. On doit développer des compétences que la machine n'a pas. Donc, tout ce que j'ai appris à l'école à mon époque et sur Wikipédia aujourd'hui, je peux chercher ces informations. Donc, ce n'est pas une compétence dont j'ai besoin. J'ai besoin de compétences qui jouent avec l'être humain, qui sont pertinentes et importantes pour l'être humain. Merci beaucoup, Martine Redley. Merci beaucoup pour votre attention. Nous arrivons au terme de la partie dite officielle. Nous allons continuer à 16h avec les breakout sessions. Nous avons 7 et vous avez la possibilité de suivre 2 de ces sessions, la première à 16h et ensuite à 16h30. Et les liens via MS Teams, comment vous allez entrer dans ces rooms, vous allez trouver tout cela sur le site de Suisse Olympique. Voilà, la partie officielle se termine. Merci de votre attention, de votre soutien et beaucoup de plaisir encore pour les futures breakout sessions.